On est prêt? Oui. Bienvenue, merci beaucoup d'assister à notre présentation sur l'assurance médicaments au Québec puis en Ontario. Je vais partager l'écran. Parfait. Euh, Super. Donc, en fait, c'est la présentation qui clôt notre deuxième séminaire d'option de système organisation politique de santé dans le cadre de notre première année de doctorat. Puis, on va en fait vous présenter aujourd'hui, commencer avec une petite revue du contexte canadien en ce qui a trait à l'assurance médicaments, mais aussi de façon un peu plus générale, l'assurance maladie, pour ensuite se plonger sur le portrait actuel de la couverture médicaments du Québec et de l'Ontario, qui sont les deux provinces que nous avons décidé d'analyser dans le cadre de notre travail. Puis ensuite, appliquer le tout au cadre conceptuel d'analyse institutionnelle historique qui a été mis de l'avant par ACE. Donc, on va vous présenter, en fait, comment on a décliné ce cadre conceptuel-là, puis comment on l'a appliqué au cas du Québec et de l'Ontario. Pour ensuite finir notre présentation avec quelques pistes de réflexion, en espérant que ça puisse susciter de belles discussions. Donc, avant de plonger dans le cœur du sujet, on a décidé de préciser quelques termes qu'on va utiliser tout au long de notre présentation pour éviter toute confusion. Donc, quand on va référer au régime privé ou au régime public, c'est simplement en fait l'assurance collective qui est offerte d'une part par une compagnie privée dans le cas d'un régime privé ou par l'État dans le cadre du régime public. Ensuite, on a décidé d'appeler programme d'assurance ciblé tous les programmes d'assurance publique qui ont été développés pour une population ciblée. Donc, quand on va parler, par exemple, d'un programme d'assurance ciblé pour les 65 ans et plus, c'est vraiment pour la population particulière qui est ciblée par le programme. Ensuite, quelques termes qui proviennent du monde des assurances. On va utiliser le mot prime qui correspond au montant versé par l'assuré à l'assureur pour bénéficier d'une couverture d'assurance. Donc, ce montant-là, il est versé de façon indépendante à l'achat ou non d'un médicament. C'est vraiment pour souscrire à l'assurance. Ensuite, il y a la franchise qui est le montant payé par l'assuré au moment de la réclamation. Donc, dans le cas de notre présentation, au moment de l'achat du médicament, il y a un montant qui peut être déboursé par l'assuré. Puis ensuite, on utilise le terme copaiement pour le pourcentage du coût qui va être payé par l'assuré au moment de l'achat du médicament. Donc, par exemple, 33 du coût du médicament va être payé par l'assuré et la différence sera payée par l'assureur. Finalement, la contribution maximale, ça représente le montant maximal que peut débourser l'assuré, comprenant les franchises et les copaiements. Donc, cette contribution-là peut être fixée de façon annuelle ou mensuelle. Donc, dans le cadre de notre projet, on s'était fait donner comme mandat, en fait, de s'attarder sur un des enjeux qu'on jugeait, un des grands enjeux du système de santé pour nous. Puis, le fait que le Canada, c'est le seul pays à revenu élevé qui est doté d'un système d'assurance maladie universel, mais qui ne comprend pas la couverture médicaments, ça nous semblait un sujet important sur lequel s'attarder, surtout que c'est un sujet qui est revenu à l'ordre du jour à plusieurs reprises, que ce soit dès la mise en place justement de cette assurance maladie universelle. Donc, on voit dans le rapport de la commission Hall qu'il y avait la recommandation de la mise en place d'un régime national d'assurance médicaments qui n'a évidemment pas été mis en place, mais qui est également extrêmement d'actualité avec le nouveau projet de loi qui est mené par le gouvernement fédéral actuel de régime d'assurance médicaments national et universel. Donc, pour mettre la table un peu plus sur le contexte canadien dans lequel on se retrouve, en fait, on est dans une fédération de partage de pouvoir. Donc, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que les pouvoirs sont divisés entre le gouvernement provincial, les gouvernements provinciaux et le gouvernement fédéral. Et en fait, dans cette division de partage de pouvoir-là, les provinces sont responsables de la gestion des services de santé sur leur territoire, et ce, depuis la mise en place de la Constitution canadienne. Donc, ça revient vraiment à une responsabilité provinciale. Par contre, au niveau fédéral, avec les ressources financières dont ils disposent, ils ont réussi à mettre en place certaines normes centrales pour structurer justement ces différents systèmes de santé provinciaux-là. Donc, ça a été fait via la loi canadienne sur la santé, qui est le point commun central de tous les systèmes de santé canadiens. Il repose sur certaines normes, donc l'universalité, l'accessibilité, la portabilité, couverture complète et administration publique. Donc, advenant le respect de ces règles-là, il y a certains transferts d'argent qui sont faits du fédéral vers le provincial. Par contre, c'est important de comprendre que dans ces transferts monétaires-là, ça comprend uniquement le respect des normes pour certains services médicaux qui sont jugés comme nécessaires. Et parmi ces services médicaux-là, on ne retrouve pas les médicaments d'ordonnance. Donc, ça fait en sorte que chaque province est responsable de la conception et de la mise en œuvre de ses propres régimes d'assurance médicaments-là
Donc, chaque province va déterminer sa propre couverture d'assurance médicaments, va choisir les médicaments qui sont couverts ou non, également fixer les tarifs et les franchises au niveau provincial. Puis, chaque province va négocier de façon indépendante avec les différents fournisseurs, avec les différentes pharmaceutiques. Donc, ça va mener à une panoplie de directives et de politiques qui vont expliquer la grosse variation dans la couverture d'assurance médicaments d'un bout à l'autre du pays. Si on se plonge de façon un peu plus concrète sur les deux cas qu'on a décidé d'étudier dans le cadre de notre projet, soit le Québec et l'Ontario, en fait, ils ont actuellement des régimes d'assurance médicaments publics qui sont assez différents. Mis à part le mode de financement qui est commun aux deux, qui est un financement mixte, donc une part de privé, une part de public, en Ontario, il y a un grand pourcentage de la population, donc 63 pour des données qui proviennent de 2018. 63 de la population ontarienne est couverte par un régime privé, tandis que 24,1 de la population est couverte par un régime public. Ensuite, il y a un 24,1 de la population qui n'est pas du tout couvert en Ontario. Je peux juste signaler ici, en fait, quand on fait la somme des pourcentages, vous constaterez que ça fait plus que 100. Donc, c'est simplement parce qu'il y a des personnes qui vont souscrire à la fois un régime public et vont complémenter leur régime public avec une assurance privée si, par exemple, le médicament dont ils ont besoin n'est pas couvert par le régime public. Donc, ceci explique la somme de 100%, qui excède de 100. Donc, ce qui est important ici de constater, c'est que bien que le pourcentage de personnes au Québec qui est couvert par une assurance privée est aussi très élevé, 66 il y a au moins à peu près le double en fait de Québécois qui sont couverts par l'assurance publique, puisqu'au Québec, elle est obligatoire. Donc, en fait, le critère d'admissibilité à l'assurance publique qui est unique au Québec d'assurance médicaments, c'est simplement le fait de ne pas déjà bénéficier d'une assurance privée. En Ontario, par contre, les régimes d'assurance publique sont multiples et se déclinent en fonction des différentes populations qui sont ciblées. Donc, par exemple, les 65 ans et plus bénéficient d'une couverture à partir d'un certain programme. Les 24 ans et moins peuvent adhérer à un programme qui est différent, en fait, de ceux pour les 65 ans et plus, etc., etc. Donc, tous ces programmes-là vous seront présentés tout au long de notre analyse. Puis, les modalités, les principes de chacune de ces assurances-là sont aussi multiples que le nombre de programmes qui est implanté en Ontario. Tandis qu'au Québec, je le rappelle, c'est un régime unique, puis les différentes caractéristiques sont fixées de façon annuelle, puis sont assez uniformes à travers les différents Québécois, mis à part la prime annuelle qui est fixée en fonction du revenu familial net, puis certains prestataires qui vont bénéficier d'une gratuité. Donc, on voit en fait que ces deux régimes sont les régimes publics qui sont mis en place dans les deux provinces sont différents. Par contre, quand on s'attarde à la trajectoire économique, donc les dépenses totales du secteur public en médicaments par habitant, on voit que la trajectoire économique entre les deux provinces est étonnamment similaire. Donc, ça nous amène à nous questionner à savoir comment est-ce qu'on peut avoir deux régimes publics qui sont mis en place, qui sont assez différents, qui ne couvrent pas le même pourcentage de la population, mais qui mènent quand même à une trajectoire économique similaire. Donc, pour répondre à cette question, on a décidé d'utiliser l'approche d'institutionnalisme historique qui a été mise de l'avant par Acker, qui se décline en fait en trois composantes. La première étant la dépendance de la trajectoire, qui signifie simplement que l'institution structure et modèle les comportements et les activités des acteurs en fonction des chemins qui sont prédestinés. Donc, pour étudier cette première composante-là, on a utilisé les institutions législatives et les institutions politiques qui ont été mises en place à travers le temps, puis on les a analysées à la fois au Québec et en Ontario. Ensuite, la deuxième composante, c'est la rétroaction politique. Donc, simplement les choix politiques passés qui ont une influence sur le contexte politique, la solution envisagée ainsi que la définition du problème. Encore une fois, trois variables qui se font étudier de façon historique dans nos deux cas, pour finalement s'attarder aux moments charnières, qui sont les moments qu'on a ciblés comme étant des moments de changement significatifs qui ont eu un gros impact en fait sur les dynamiques historiques ultérieures. Donc, pour appliquer ce cadre conceptuel, on a récolté des données provenant de diverses sources, dont des articles, des rapports de commission, des projets de loi. On a également été voir, en fait, l'opinion publique à travers les médias, les publications des médias. Puis, finalement, on a utilisé des données économiques qui proviennent de l'Institut canadien d'information sur la santé. Donc, pour faire cette analyse, on a découpé notre graphique de trajectoire économique en 5 sections. Les 5 sections représentent en fait des différentes phases de croissance ou de stabilité à travers la trajectoire économique qui étaient semblables entre les deux provinces. Puis chacune de ces différentes sections-là seront présentées par mes collègues.
Merci beaucoup, Alexandra. Alors, je vais poursuivre. Donc, comme vous pouvez observer sur cette trajectoire économique, on peut constater qu'il y a eu une période de croissance, suivie d'une période de stabilité dans les années 90 à 92, qui coïncide aussi avec une période de récession. Alors, on a voulu, avec le cadre de l'institutionnalisme historique, essayer de voir s'il y aurait des facteurs qui pourraient expliquer qu'on observe cette trajectoire économique. Alors, pour vous mettre dans le contexte ici canadien, donc avant 1957, les soins de santé au Canada étaient en grande partie offerts par des organismes privés, mais payés aussi par les citoyens. Puis cette situation a vraiment créé un contexte favorable pour le développement des marchés d'assurance médicaments, l'assurance maladie, qui, déjà en 1957, il y avait 39,4 % de la population du Québec qui était couverte par un régime privé, puis 57,1 % en Ontario. Donc, cette loi fédérale sur l'assurance, hospitalisation et les services diagnostiques de 1957 est venue offrir la possibilité pour les provinces de pouvoir financer à même les fonds publics leur système de santé. Et ça leur offrait la possibilité de partager la moitié des coûts qui étaient assumés pour des services de santé, certains services diagnostiques entre le fédéral et le provincial. Puis cette loi va vraiment permettre d'encourager la mise sur place de programmes d'assurance médicaments, comme on va le voir un peu plus tard dans la présentation. Mais cette époque est aussi marquée par l'essor de l'industrie pharmaceutique. En 1963, il y avait 173 entreprises qui étaient engagées dans la fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments. Et ces entreprises étaient majoritairement localisées au Québec et en Ontario. C'était une industrie qui comptait 4 963 travailleurs. Donc, le fait que ces deux industries étaient déjà bien implantées à cette époque au Canada va faire en sorte que les compagnies d'assurance médicaments, d'assurance maladie même, et les compagnies pharmaceutiques vont devenir des groupes d'intérêt qui sont puissants et qui vont toujours s'opposer au fil du temps à la mise en place d'une assurance universelle en médicaments. Maintenant, pour ce qui est de la période de 1957, donc de la loi suivant sur l'assurance hospitalisation des services diagnostiques jusqu'à 1992, qui est notre période où on voit qu'il va y avoir une certaine stabilité financière. Comme j'ai mentionné, il y a ce système de partage des coûts entre le fédéral et le provincial qui va favoriser l'établissement de plusieurs programmes sociaux, tant au Québec qu'en Ontario. Si on regarde pour la période, pour le contexte du Québec, donc on voit qu'entre 1970 et 1992, il va y avoir une multiplication des programmes de couverture de médicaments qui va être ciblé soit sur certains critères comme le revenu, les médicaments ou aussi des groupes d'âge. Donc, la couverture, en fait, va être gratuite pour les prestataires de la sécurité du revenu, les personnes de 60 à 64 ans qui recevaient une allocation du conjoint et aussi les personnes de 65 ans et plus. Pour ce qui est des programmes qui sont ciblés plutôt sur les maladies, comme par exemple la circulaire malade sur pied qui a été mise en place en 1973, elle va permettre une couverture de certains médicaments, mais moyennant une contribution financière de 2 par le citoyen. En 1985, il va y avoir au Québec le gouvernement québécois qui va créer la Commission sur la santé et les services sociaux, qui est aussi connue sous le nom de la réforme Rochon. Et cette commission avait comme mandat d'évaluer le fonctionnement et le financement des systèmes de services de santé et des services sociaux de l'époque. Ils avaient aussi le mandat d'étudier les solutions possibles pour répondre aux problèmes qui existaient à cette époque-là. Et donc, cette commission va vraiment mettre de l'avant le besoin de passer vers un virage ambulatoire. Et pour que cela soit réalisable, il fallait aussi s'intéresser à ce que les personnes qui bénéficient des services de santé gratuits dans le milieu hospitalier puissent aussi recevoir les mêmes services dans la communauté. Donc là, toute la question sur les médicaments revenait d'actualité à cette époque. Dans ces mêmes années, dans les années 80 toujours, on a aussi le contexte du ralentissement économique mondial qui va faire en sorte que l'État-providence, qui était vu jusqu'alors comme essentiel, va commencer à être remis en question. Les États vont se rendre compte qu'il y a une limitée, qu'ils sont limités en termes de ressources, mais par contre, il y a un arbitrage qui va être nécessaire étant donné le caractère presque illimité des besoins. Donc, on va assister tranquillement à une transformation des valeurs qui était autrefois principalement axée sur l'accessibilité et l'équité et qui, tranquillement pas vite, on va voir dans les discours politiques qu'on va parler plutôt de pertinence, d'efficience et de qualité. Dans les années 90, donc ce début de la période de récession, il va y avoir, le Québec va être fortement touché lui également par cette récession. Donc, il va y avoir une augmentation importante du chômage, puis des taux, ce qui va entraîner en fait une augmentation aussi des personnes qui vont adhérer à des programmes d'aide sociale.
Donc, tout ça va faire en sorte qu'il va y avoir une augmentation des coûts. Et dans ce contexte-là aussi, il faut rappeler que dans la décennie précédente, on avait déjà une augmentation moyenne de 15% là, des coûts qui étaient liés aux médicaments. Donc, c'est déjà une problématique à cette époque. Donc, pour faire face à cette situation, le gouvernement majoritaire libéral de cette époque va décider de mettre en place un copaiement de 2 par ordonnance avec un plafond annuel de 100 mais dirigé uniquement pour les personnes de 65 ans et plus. Donc, ce choix repose essentiellement par le fait que les 65 ans et plus étaient les personnes qui couvraient la plus grande partie des gens qui étaient couverts par le programme existant. Puis, c'est eux également qui avaient la plus grande part des dépenses en médicaments. Donc, seulement entre 93 et 94, ce coupement de 2 va permettre d'aller récupérer pour la famille 35 millions de dollars. Donc, si on compare maintenant pour la situation en Ontario, donc on voit que ce système de partage des coûts a aussi favorisé la mise en place de certains programmes sociaux. Donc, en 1974, il va y avoir le programme de médicaments de l'Ontario, qui est un programme qui couvrait gratuitement les prix des médicaments sur ordonnance pour les personnes âgées de 65 ans et plus et les personnes bénéficiaires de l'aide sociale. Et puis, entre 1974 et 1983, il va y avoir le nombre de prestations pharmaceutiques couvertes par ce plan qui va doubler. En 1986, donc on est toujours dans ce contexte un peu plus global de ralentissement économique aussi. Donc, il va y avoir la mise en place du programme spécial de médicaments qui va être introduit par le gouvernement libéral de l'Ontario pour payer les médicaments coûteux qui étaient considérés comme essentiels et qui mettaient la vie en danger des gens ou menaçaient certains organes. Donc, on voit à ce moment-là, en Ontario comme au Québec, il va y avoir une transformation. Puis dans les discours, on voit aussi que l'on parle de plus en plus d'équité, pas d'équité, mais d'efficience, de qualité, de pertinence, qui vont de plus en plus va apparaître dans les discours. En 1989, le programme PMO couvrait environ 15% des résidents et les personnes âgées représentaient les 2 tiers des bénéficiaires pour environ 80% des coûts total du programme, qui s'élevait à cette époque à 1,5 milliard de dollars. Donc, en 1990, le gouvernement libéral va commanditer une enquête pharmaceutique qui est connue, elle, sous le nom du rapport Lowy, qui va examiner également les facteurs qui influençaient l'utilisation des fonds publics et promouvoir la disponibilité et l'accès des médicaments de haute qualité puis la prescription rentable. Cette enquête, par contre, va plutôt recommander qu'on maintienne le statu quo dans les programmes existants, mais elle recommande qu'on étende à d'autres personnes la couverture publique là, pour inclure maintenant les groupes à haut risque et les personnes confrontées à des coûts de médicaments catastrophiques, les travailleurs pauvres également. Donc, en 1992, le gouvernement du NPD va créer le secrétariat de la réforme des programmes de médicaments, qui est une des recommandations aussi du rapport Lowy. Puis, tout comme le Québec à cette époque, on a une augmentation du taux de chômage qui fait en sorte que de plus en plus de personnes vont adhérer aux programmes sociaux, ce qui va faire aussi une augmentation des coûts pour leurs programmes ici. Donc, seulement pour le plan du PMO, on avait une augmentation annuelle moyenne entre 81 et 91 de 18,1 %. Donc, pour ce qui est de l'Ontario, donc en 1991 et 92, la solution qui a été identifiée, c'était plutôt de mettre en place des plafonds de 2 sur l'augmentation des prix des fabricants des médicaments et aussi de retirer certains produits en vente libre de la liste des médicaments qui a été établie pour contrôler les dépenses. Donc, si on revient ici sur notre trajectoire économique, on peut voir que l'augmentation des dépenses qui était qu'on peut observer jusqu'à 1991-92 était principalement liée aux transferts fédéraux qui ont permis en fait de mettre en place plusieurs programmes pour couvrir la population. Mais que le contexte économique et puis la récession de 1990-92 a fait en sorte que les gouvernements n'ont pas eu d'autre choix que de mettre en place des mesures pour essayer de contrôler soit les coûts, contrôler aussi la consommation des individus. Donc, pour ce qui est du Québec, cela s'est traduit par les co-paiements de 2 pour les personnes de 65 ans et plus. Et pour l'Ontario, c'était le plafond de 2 puis la modification des listes, de la liste des médicaments qui a été remboursée. Alors, Imen va poursuivre pour la période qui suit. Merci, Émilie. Donc maintenant, on va s'intéresser à la période post-récession dans les 2 provinces. Je vais commencer avec le Québec. Au niveau institutionnel historique,
Entre 1970 et 1992, on a observé une multiplication des programmes de couverture des médicaments comme il a été présenté par Émilie. Donc, c'était principalement des programmes qui étaient ciblés sur le revenu, l'âge et certaines maladies. Par exemple, il y a eu la mise en place du programme d'assurance médicaments pour les personnes âgées en 1972, puis celui pour les prestataires de l'aide sociale en 1974. En 1995, il y a eu la réforme Rochon qui, elle, cherchait à restructurer le système de santé québécois en général en mettant l'accent sur la prévention et les soins de première ligne. Si on s'attarde au contexte politique, on note une diminution importante des transferts fédéraux en santé vers le Québec, passant de 18,4 milliards de dollars en 1995-96 à seulement 14,6 milliards de dollars en 1996-97. Donc, de 1994 à 1997, le Parti québécois était au pouvoir et en 1995, on a vu la tenue du référendum sur la souveraineté du Québec. Au Québec, donc, le contexte politique a fortement changé lors de l'élection avec la majorité des sièges du Parti québécois. La question de souveraineté sera au cœur de la politique québécoise à cette époque. Puis la défaite du référendum en 1995 avec une faible majorité des sièges du Parti québécois. La question de la souveraineté ici sera la défaite du référendum de 1995 avec une faible majorité des non à 50,58% fut un coup difficile pour le parti. Puis la mise en place d'un régime d'assurance médicaments était une occasion pour augmenter la popularité du parti au sein de la population. Il y a eu donc la mise en place par la suite de plusieurs comités d'études, notamment le rapport des maires 1993-1994, qui cherchait, lui, à explorer les options de politique de couverture de médicaments. Aussi, le groupe de travail gagnant 1994-1995 qui cherchait à analyser la faisabilité d'un régime public universel de base d'assurance médicaments. Et pour finir avec la commission Castonguay 1995-1996 qui examine en fait les différentes options menant à une couverture équitable des médicaments et des services pharmaceutiques pour l'ensemble de la population. C'est d'ailleurs la recommandation de ce rapport qui va conduire au régime général d'assurance médicaments, le RGAM, qu'on va expliquer plus tard. Donc, le gouvernement a adopté la loi sur l'assurance médicaments en 1994 qui oblige tous les Québécois à être assurés pour leurs médicaments, soit au public ou au privé. Au niveau de la définition du problème au Québec, les programmes ciblés mis en place dans les années 70 comportaient en fait des limites, notamment en termes de couverture et d'accessibilité. Il y avait donc une nécessité de mieux contrôler les coûts tout en améliorant l'accès aux médicaments. D'ailleurs, seulement 20% de la population québécoise était couverte par le régime public et en 1993, le coût du régime était estimé à 687 millions de dollars. Les personnes âgées représentaient 74% de ces dépenses. Au niveau de la solution, face à cette situation, en fait, la solution qui a été identifiée par le Québec a été la mise en place en 1997 du régime général d'assurance médicaments qui offre une couverture universelle tout en maintenant un régime mixte public-privé. Ce nouveau régime représentait en fait un compromis pour satisfaire les principaux groupes d'intérêt. Premièrement, il réduit la charge sur les assureurs privés en assurant les assurés rentables tout en évitant de couvrir les personnes peu ou pas solvables. Deuxièmement, il prévient une hausse des impôts dans un contexte où le gouvernement visait à atteindre un déficit zéro. Cela faisait craindre une arrivée massive de personnes dans le régime public, ce qui aurait contraint le gouvernement à une forte augmentation des impôts pour récupérer les 895 millions de dollars que coûteraient les primes. Aussi, il contribuerait au renflouement de la RAMQ grâce à la participation de nouveaux cotisants et il garantirait une couverture pour l'ensemble de la population. Et donc, ce programme-là a prévu une contribution financière qui varie selon le revenu, mais de manière générale, il donnait une franchise mensuelle de 12,18 $, un taux de co-assurance de 25% du coût des médicaments et une contribution maximale de 1 097 $ par an pour un adulte. Si on passe en Ontario, au niveau institutionnel historique, le programme phare à l'époque, c'était le programme de médicaments de l'Ontario PMO, qui a été mis en place en 1975. Il s'agit en fait d'un programme public d'assurance médicaments qui couvre certains groupes de la population, comme les personnes âgées. En 1986, l'Ontario a aussi mis en place un programme spécial de médicaments. Puis, entre 1990 et 1992, un secrétariat a été créé pour faire suite au rapport Lowy qui a étudié les moyens d'améliorer l'accès aux médicaments dans la province. Au niveau politique,
L'Ontario a connu un gouvernement NPD majoritaire de 1990 à 1995, suivi d'un gouvernement conservateur de 1995 à 2003. Puis ces changements-là de gouvernement ont influencé l'évolution des programmes d'assurance médicaments. Au niveau de la définition du problème, le problème en Ontario était que le programme des médicaments spéciaux était déjà prévu de dépasser son budget de 15% en 1993, sans compter les coûts des autres programmes d'assurance médicaments mis en place. Notamment, le coût du PMO en 1993 était estimé à 485 millions de dollars et en 1997 à 800 millions de dollars. En 1996-1997, le coût du programme spécial est estimé à 80,6 millions de dollars. Il y avait donc une nécessité de mieux contrôler les dépenses liées aux médicaments. Au niveau de la solution, en 1995, l'Ontario a lancé le programme Trillium de médicaments, qui est un programme de couvrance médicaments catastrophiques pour aider les résidents avec une carte santé valide qui consacre une part significative de leurs revenus aux médicaments sur ordonnance. Donc, pour être éligible à ce programme, les ménages doivent atteindre un déductible représentant environ 4% de leur revenu net total. Une fois que ce seuil franchi, le programme prend en charge les frais de médicaments admissibles avec un coût-paiement maximum de 2 $ par ordonnance. Et ce programme-là, il faut noter qu'il ne remplace pas les autres programmes d'assurance médicaments en Ontario, mais il vient s'y ajouter comme une extension pour couvrir les coûts élevés pour certains ménages. Si on revient maintenant à notre trajectoire des dépenses, nous pouvons constater que l'augmentation des dépenses au Québec et en Ontario entre 1992 et 1997 est moins importante et s'explique justement par les nombreux programmes ciblés qui ont été mis en place pour couvrir une certaine partie de la population en matière de médicaments. Et ces initiatives-là ont été des dépenses au défi croissant en matière de contrôle des coûts de médicaments, tout en tenant compte des réalités financières et politiques de chaque province. Et donc, les moments charnières à retenir ici, pour le Québec, c'est 1997 avec la mise en place du programme public universel d'assurance médicaments au Québec, qui offre une couverture obligatoire à l'ensemble de la population tout en conservant une grande part de privé. Et en 1995 pour l'Ontario, avec la création du programme Trillium des médicaments, en 1995 pour aider les Ontariens à faible revenu à couvrir les coûts élevés des médicaments sur ordonnance. Je cède maintenant la parole à Géraldine qui va continuer avec la période 1997-2007. Merci, Lina. Donc maintenant, on va explorer la période de croissance de 1997 à 2006. Alors, pour commencer, au Québec, après la création du RGAM, le Québec connaît une croissance annuelle moyenne de 12,5% durant cette période. Et en 1997, 3 millions de personnes sont inscrites au nouveau régime public, ce qui représente environ le double de la couverture du régime précédent. Alors, la diminution importante de la consommation de médicaments pour les personnes âgées et des prestataires de la sécurité de revenus garantis en raison de la contribution financière fixée par le RGAM va avoir des effets sur la santé et ça induit des modifications au niveau de la loi sur l'assurance médicaments en 1999 pour éliminer justement la contribution financière de certains prestataires de la sécurité de revenus garantis. Ensuite, si on regarde le contexte politique au Québec, on voit que de 1997 à 2003, le Parti québécois était majoritaire. Ceci représentait le 3e mandat durant cette période, qui représente le 4e mandat de suite pour ce parti. Et ensuite, on voit que de 2003 à 2007, le Parti libéral était majoritaire. En frais de définition de problème, on dit que les différents experts se sont penchés sur le RGAM pour attribuer cette hausse de la consommation non optimale des médicaments pour l'adhérent et la hausse des coûts des médicaments et le vieillissement de la population. Puis, concernant la solution, les experts ont recommandé d'instaurer un contrôle des coûts des médicaments en ciblant les activités des industries pharmaceutiques. Puis, le gouvernement a préféré contrôler la consommation des médicaments par les personnes assurées. Premièrement, en instaurant une hausse à plusieurs reprises des paramètres du régime. Puis ensuite, en 2002, le projet de loi 98 par la création du Conseil du médicament. Ceci a permis d'assister le ministère dans la mise à jour de la liste des médicaments dont le coût est assuré par le régime général d'assurance médicaments pour aussi favoriser l'utilisation optimale de ces médicaments.
Puis ensuite, en 2007, il y a eu l'adoption de la politique du médicament qui avait comme objectif de garantir un accès raisonnable, équitable aux médicaments, puis aussi d'établir un prix juste et raisonnable des médicaments pour favoriser leur usage optimal et maintenir une industrie biopharmaceutique dynamique. Maintenant, si on regarde en Ontario, euh, au niveau de l'institution, ce qui a été mis de l'avant était la réforme de Harris en 1997. Alors, le Parti progressiste conservateur de l'Ontario, sous la direction du Premier ministre Mike Harris, a mis en œuvre d'importantes réformes dans le cadre de leur programme, connu sous le nom de Révolution du bon sens. Plus précisément, il s'agit du projet de loi 26 qui stipulait que les personnes âgées devaient payer 100 par année pour leurs médicaments sur ordonnance médicale, ainsi que des frais supplémentaires de 2 pour une ordonnance, ainsi que 6 et 11 sous pour des frais de dispensation. Alors, au total, les personnes âgées pourraient se voir facturer jusqu'à 108 et 11 sous de frais d'utilisation pour leurs médicaments sur ordonnance en vertu de les dispositions de cette loi. Puis le contexte politique en Ontario, de 1995 à 2003, le parti au pouvoir était le Parti conservatoire. Puis de 2003 à 2013, c'était le Parti libéral qui était majoritaire. En frais de définition de problèmes en Ontario, il s'agissait vraiment des dépenses qui étaient très élevées dans les programmes de médicaments du Trillium. C'est-à-dire que les dépenses ont passé de 65 millions en 2000 pour atteindre un sommet à 203 millions en 2007. Et il y avait également l'incidence et la gravité de la pauvreté qui avait augmenté dans la province. Une solution envisagée était la mise en place du programme Ontario au travail et le régime d'aide aux personnes handicapées de l'Ontario. Ces programmes d'assistance sociale sont considérés comme des extensions du programme PMO qui vous a été présenté plus tôt. Cependant, ces programmes étaient perçus comme une béquille en réponse aux besoins en matière de pauvreté et d'aide sociale et n'ont pas nécessairement offert une solution concrète. Donc, ici, si on retourne sur notre trajectoire économique, on constate qu'au Québec, durant la période de 1997 à 2007, il y a la mise en œuvre de différents programmes. Alors, en 1997, il y a la mise en place du programme public universel d'assurance médicaments au Québec, qui instaure une couverture obligatoire de l'ensemble de la population tout en conservant une grande part de privé. Ensuite, on voit qu'en 1999, il y a un retour de la gratuité. En 2002, on voit l'instauration du Conseil du médicament. Puis en 2007, la politique du médicament. Alors, durant cette période, les partis au pouvoir furent le PQ et le PL. Ensuite, en Ontario, on voit que le programme qui a été instauré durant cette période fut le programme d'Ontario au travail et le régime d'aide aux personnes handicapées. Et pour cette province, les partis au pouvoir furent le PC et le PL. Donc, comme réflexion analytique en tant qu'équipe, nous avons décidé de nous appuyer sur Hacker, qui préconise l'usage de scénarios contrefactuels. Puis pour faire ce scénario, ici, nous présentons le graphique des dépenses totales du secteur public consacré aux médicaments par habitant de 65 ans et plus, de 1996 à 2007. Alors en fait, puisque l'accroissement des dépenses publiques en médicaments suit la mise en place de la RGAM au Québec et l'ajout de nouveaux programmes de couverture en Ontario, nous nous demandions si ces événements étaient à l'origine de cette croissance de dépenses. Toutefois, sachant que les dépenses du secteur public en médicaments pour les personnes de 65 ans et plus n'ont pas été affectées par ces changements de couverture, puisqu'ils étaient déjà couverts avant la mise en place du programme, autant au Québec qu'en Ontario, et nous observons quand même cette tendance des dépenses qui est maintenue à la hausse. Alors, ceci suggère que l'accroissement des dépenses semble être lié à des facteurs externes à la mise en place des programmes, tant au Québec qu'en Ontario. Et l'exploration de cette analyse continue avec ma collègue Rachel. Merci. Donc, passons à la période 2007-2016. Au Québec, en 2008, le contexte politique est caractérisé par la campagne électorale. C'est la partie libérale qui l'emporte avec la majorité des sièges. Une de ses promesses était de rétablir la gratuité de la couverture des médicaments pour les personnes âgées. Donc, durant cette période de récession, la définition du problème au Québec entourant la question des médicaments n'a pas vraiment changé. Les objectifs sont les mêmes.
Donc, toujours, c'est de garantir un accès raisonnable et équitable aux médicaments, d'établir un prix juste et raisonnable des médicaments, de favoriser l'usage optimal des médicaments et de maintenir une industrie biopharmaceutique dynamique. Au cours de cette période, le gouvernement au Québec a mis en œuvre plusieurs mesures qui ont permis de dégager d'importantes économies au chapitre de l'assurance médicaments. Par exemple, la première, c'était l'abolition de la règle de 15 ans en janvier 2013. Cette loi obligeait le gouvernement à rembourser pendant 15 ans le prix le plus cher, le plus élevé d'un médicament d'origine, même si une version générique équivalente et moins chère existait sur le marché. Deuxièmement, c'était l'adoption du projet de loi 28 en avril 2015, qui permet dorénavant au ministère de la Santé et des Services sociaux de conclure des ententes d'inscription aux listes de médicaments en contrepartie du versement de rabais et de ristournes par les fabricants. Une autre loi qui était très importante est celle de 2016. Donc, cette loi visait à réduire le coût de certains médicaments couverts par le REGAM, le régime général assurance médicaments. Et cette loi a permis au gouvernement de, premièrement, recourir à une procédure d'appel d'offres pour déterminer les versions d'un médicament qui sont inscrites à la liste du médicament du régime et les prix qui s'appliqueront. Et deuxièmement, de prévoir un processus d'appel d'offres pour les grossistes afin d'effectuer la distribution de tous les produits retenus. Comparativement à l'Ontario, c'est la partie libérale majoritaire qui était au pouvoir. Et la définition du problème, c'est toujours que le trillium aboutissait à une augmentation significative des dépenses totales. Donc, les dépenses sont passées de 203 millions de dollars en 2007, arrivant à 487 millions de dollars en 2016. Durant cette période aussi, on avait la crise d'opioïdes. Durant cette crise, le ministère de l'Ontario a dépensé 157 millions de dollars elle était caractérisée par une augmentation significative des décès par overdose et la dépendance. Donc, afin de contrôler un peu les prix des médicaments, l'Ontario a mis en œuvre beaucoup de réformes importantes de médicaments génériques, donc, qui ont commencé depuis 2006. Ces réformes ont réduit les prix des médicaments génériques à 50% du prix de référence et le ministère a poursuivi la baisse des prix grâce à la participation de l'Alliance pharmaceutique pan-canadienne en 2013, entraînant ainsi des rabais significatifs. L'Alliance pharmaceutique pan-canadienne a établi deux grandes initiatives pour les médicaments génériques. Premièrement, la réduction des prix des médicaments génériques et deuxièmement, l'introduction du cadre de tarification par palier pour les nouveaux médicaments génériques. Ces réformes ont permis d'économiser plus de 1 milliard de dollars réinvestis dans le système pour de nouveaux médicaments. Alors, on voit, revenant à notre graphe de dépenses totales du secteur public consacré aux médicaments dans les deux provinces, on remarque que durant cette période de 2007 à 2016, il y a une légère augmentation des dépenses, mais qui est plus notable à l'Ontario, donc moins contrôlée à l'Ontario qu'au Québec. Un point commun durant cette période au Québec et en Ontario, c'était l'accent mis sur la réduction des coûts des médicaments. Donc, les deux provinces ont mis en œuvre des réformes visant à économiser sur les dépenses liées aux médicaments, que ce soit par les médicaments de contrôle, par les mesures de contrôle, pardon, et la loi visant à réduire les coûts de certains médicaments au Québec, ou bien les réformes médicaments génériques à l'Ontario. Concernant la période 2017 jusqu'à aujourd'hui, au Québec, le contexte politique était la partie libérale de 2017 à 2018, puis la coalition Avenir Québec en 2018. Depuis 2017, au Québec, les préoccupations demeurent les mêmes, donc c'est assurer un accès raisonnable et équitable aux médicaments et aux services pharmaceutiques à toute la population québécoise. Pour tenter de contrôler les coûts, le gouvernement ajuste les paramètres du régime, c'est-à-dire la proportion de la coassurance, le montant de la franchise mensuelle, le montant de la contribution mensuelle ou annuelle maximale et le montant de la prime annuelle. Ce qui s'est passé, c'est que la coassurance a diminué de 34,8% en 2017 jusqu'à 33% en 2023. Et pour les autres paramètres, ils ont augmenté. Comparativement à l'Ontario, la définition du problème, elle est différente. C'était d'assurer une couverture pour une plus grande proportion de la population, mais qui ne va pas coûter aussi cher. Donc, c'était plutôt les plus jeunes. Et cela adhérent au principe d'universalité qui était soutenu par la partie libérale majoritaire. Donc, cette partie libérale majoritaire, en 2017-2018, elle a mis en place le programme OHIP+, qui offre une couverture complètement gratuite des médicaments sur ordonnance aux enfants et aux jeunes de moins que 25 ans.
Selon le gouvernement provincial, l'investissement annuel supplémentaire prévu était estimé à 365 millions de dollars pour étendre la couverture des jeunes à travers ce programme-là OHIP+. Cependant, la portée initiale d'OHIP+, a été modifiée en avril 2019 par la partie conservateur, restreignant l'éligibilité à ceux moins que 25 ans, mais qui n'ont pas une assurance privée. Voici donc la représentation finale des réformes initiales qui ont été mises en place au Québec et en Ontario et qui ont façonné la trajectoire vers différents programmes d'assurance mais avec une itinéraire économique presque semblable. Les réformes ont débuté par des changements majeurs, suivis de mesures visant à améliorer l'efficience et à contrôler les prix de médicaments pendant les périodes de récession aussi bien que d'expansion. De plus, comme on peut le constater, plusieurs programmes d'assurance ont été ajoutés en Ontario au fil du temps, incluant le programme spécial des médicaments, Ontario au travail, Ontario pour les personnes handicapées, le Trillium et OHIP+, alors qu'au Québec, on a un seul programme d'assurance médicaments qui est le REGAM. Les deux moments charnières à retenir en Ontario, c'est en 1975, avec l'implantation du programme médicaments en Ontario, le PMO, et au Québec en 1997 avec l'adoption du régime général d'assurance médicaments. Cette trajectoire a été accompagnée d'une expansion des dépenses publiques en médicaments dans les deux provinces, comme le montre le graphique. Merci, je cède la parole à Bongama. Merci beaucoup, Racha. En plus des explications fournies par nos collègues sur les différences entre les deux provinces, nous avons examiné d'autres facteurs explicatifs. La hausse des coûts des médicaments au Canada, qui demeure une préoccupation donc majeure, importante, comme le souligne le rapport annuel sur les dépenses du régime public d'assurance médicaments. Le système national d'information sur l'utilisation des médicaments, basé sur les données de l'ICIS, identifie plusieurs facteurs contribuant à cette augmentation. Principalement, nous pouvons dire que cette augmentation, elle pourrait être liée à l'utilisation des médicaments les plus coûteux, qui a joué un rôle significatif. Cette tendance a conduit à une augmentation historiquement élevée de 8% environ. Par exemple, pour la période 2021-2022, les 10 médicaments les plus coûteux avaient tous des coûts de traitement moyens supérieurs à 250 000 dollars. De plus, le nombre de médicaments coûteux en termes de volume a aussi augmenté, passant de 103 pour la période 2016-2017 à 144 pour la période 2021-2022. En outre, les médicaments biologiques ont aussi représenté une part croissante de ces coûts totaux là de médicaments pour le régime public. En dehors de cet inducteur, on a également des mesures limitées de réduction des coûts. Alors que les facteurs économiques et politiques ont abouti à des régimes d'assurance très différents en Ontario et Québec, les facteurs idéologiques ont produit au moins un point commun, celui d'apporter une aide aux populations vulnérables. Cependant, cette analyse nous laisse entrevoir et suspecter l'influence significative des compagnies d'assurance privées, des sociétés pharmaceutiques et des pharmacies d'officine. Ces acteurs ont joué un rôle clé dans la mise en place des politiques et des programmes. Deux concepts sont importants à considérer dans cette analyse, le drift et le layering. Le drift désigne la tendance au statu quo où les politiques et les institutions existantes ont tendance à perdurer sans changement significatif. Et le layering fait référence à l'ajout progressif d'institutions aux structures existantes. Au Québec, le régime général d'assurance médicaments a été combiné aux couvertures privées, tandis qu'en Ontario, des extensions aux programmes existants ont été réalisées. Cette évolution a conduit à une prédominance croissante du secteur privé dans l'assurance médicaments. La question qui se pose est de savoir s'il est possible d'inverser cette tendance et si oui, quelles seraient les stratégies efficaces pour le faire. Sinon, quelles seraient les forces et les dynamiques qui maintiennent cette prédominance du secteur privé dans le domaine de l'assurance? En explorant les trajectoires historiques et les défis contemporains, il devient donc impératif de considérer les solutions potentielles visant à garantir un accès équitable aux médicaments pour l'ensemble des Canadiens. À cet égard, plusieurs questions méritent d'être posées. Premièrement, étant donné la couverture universelle du régime québécois et les similitudes économiques entre les deux provinces, peut-on envisager le modèle québécois comme une référence pour l'ensemble du Canada? Quels sont les facteurs qui soutiennent ou entravent cette proposition? Deuxièmement, quels mécanismes de contrôle
des coûts pourraient être envisagés pour assurer la viabilité financière à long terme des régimes mixtes. Comment pouvons-nous garantir que ces mécanismes ne compromettent pas l'accès des Canadiens aux médicaments dont ils ont besoin? Puis, comment notre analyse peut-elle éclairer le débat sur le projet de régime public fédéral? Quelles leçons pouvons-nous tirer de l'expérience des provinces pour orienter son développement futur et maximiser son impact positif sur la santé de la population? Enfin, pourquoi le gouvernement fédéral opte-t-il pour un modèle catastrophique en remboursant les contraceptions et les mécanismes et les médicaments pour diabétiques et quelles pourraient être les implications à long terme de cette décision sur la santé publique et les finances publiques? Alors, nous voudrions ici exprimer notre profonde gratitude au CRESP et au professeur Bélan pour le précieux soutien tout au long de cette formation et de ce séminaire. Leur engagement et leur expertise ont été des éléments essentiels de notre réussite. Le CRESP a fourni un environnement propice à l'apprentissage et à l'échange d'idées, tandis que le professeur Bélan a partagé généreusement ses connaissances et son expérience, enrichissant ainsi notre compréhension des sujets abordés. Leur contribution a été d'une importance capitale et nous sommes reconnaissants pour leur collaboration et leur dévouement. Merci au CRESP, merci au professeur Bélan pour leur soutien inestimable qui ont grandement contribué à l'enrichissement de notre parcours éducatif et professionnel. Donc, on serait prêt pour faire des questions si jamais vous avez une question. Vous avez des questions, n'hésitez pas soit à les écrire dans le chat si vous êtes en ligne ou vous levez la main. Ah, il y a une question en ligne. Oui, bonjour. Bravo aux étudiants pour cette présentation. C'est intéressant. Je connaissais moins le parcours de l'Ontario, donc j'ai appris beaucoup de choses. Euh, En fait, j'avais une question par rapport au rôle des partis politiques parce que vous les mettez en exergue dans les graphiques et dans vos tableaux. En fait, on ne comprend pas toujours très bien en quoi ces changements politiques ont pu avoir aussi des effets en fait sur les politiques du médicament puis sur les réformes que vous présentez. Donc, en clair, est-ce que quand on passe du PQ au Parti libéral, par exemple, est-ce qu'il y a des changements et quels seraient ces types de changements observés? Et idem pour l'Ontario, est-ce qu'avec le NPD, on avait par exemple plus d'attention sur les populations vulnérables, par exemple? Donc voilà, c'était une question plus sur l'influence en fait des changements politiques sur les politiques du médicament. Euh, je peux me lancer. Merci pour votre intervention. Effectivement, le choix des partis politiques, c'était parce qu'ils représentaient une idée. Donc, par exemple, prenons l'exemple de l'Ontario. Si on disait le New Democratic Party ou la Partie démocratique, elle représente l'idée qu'on veut vraiment assurer toute la population, surtout celle vulnérable, en s'appuyant sur le principe d'universalité. C'est pour cela que l'idée de cette partie-là a conduit à la mise en œuvre de certains programmes médicaments. Et aussi, Hacker, il préconise, parce que nous, on prend le cadre historico-institutionnel de Hacker, il met en jeu aussi l'influence des idées et des intérêts dans la trajectoire des institutions qui est influencée par l'histoire. Donc, il dit que vraiment, on a ces institutions qui vont être mises en place à travers les idées de ces partis-là, mais ces institutions vont être influencées par des événements historiques. Donc, c'était ça ma réponse. Si mes collègues veulent ajouter quelque chose. Ajouter aussi. Donc, si on peut prendre le cas de l'Ontario, toujours pour poursuivre avec l'exemple de Rachat. En fait, on voit que les partis politiques ont vraiment eu une instance parce que dans le temps, lorsque c'était le nouveau Parti démocratique qui était au pouvoir avec des valeurs un peu plus socialistes, donc c'est là qu'on voyait surtout qu'il y avait cette volonté de vouloir couvrir un maximum de personnes. Et au moment qu'on est passé au Parti conservateur, donc il y a eu ce changement aussi de cap avec une réforme qui est vraiment venue couper, donc ça a eu une influence importante.
Pour ce qui est de la province du Québec, en fait, c'est parce que tous les partis se situent sur l'axe politique environ au centre-gauche. Donc, c'est pour ça qu'on voit moins de cette différence, comme on peut Ah l'observer ouais, en ok. Ontario. Je Mais comprends. par contre, la situation du Québec, c'est vraiment au moment des élections qui sont devenus des moments clés pour pouvoir mettre en place, proposer une réforme. Ça a été le cas aussi d'ailleurs en Ontario parce qu'on a vu qu'à un certain moment, le NPD a profité du moment qu'on était pré-électoral pour mettre en place son programme. Donc, en espérant quand même que ça puisse favoriser la popularité de son parti au moment des élections. Donc, c'est ce que je pourrais ajouter au commentaire de Racha par rapport à l'importance de prendre en considération ces partis politiques. Merci beaucoup. Merci. Oui, Alain. Premièrement, bravo et merci beaucoup pour votre présentation. Impeccable. Moi, c'est juste mon côté. Vous devriez probablement continuer pour rédiger un article là-dessus. C'est absolument riche et c'est très bien fait. J'ai appris beaucoup de choses et merci encore. Ma question, en fait, parce que vous parlez de perspective historique, je me dis, quand vous avez lu la documentation, etc., parce qu'on sait très bien aussi dans l'évolution du système de protection sociale, il y a l'héritage religieux aussi. Donc, on va faire un peu de théologie. L'héritage religieux aussi, les traditions religieuses, donc on est principalement les différences, comment dire, les grandes influences du protestantisme et du catholicisme. Est-ce qu'au niveau du Québec et de l'Ontario, vous aviez un peu des signaux faibles qui a influencé cette trajectoire? C'est une bonne question. Très bonne question. Mais peut-être, j'avoue qu'on n'a pas fait de recherche particulièrement axée là-dessus, mais on peut voir peut-être aussi, justement, pour revenir à l'aspect politique de la chose, qu'il y a peut-être eu une trajectoire ontarienne un peu plus au niveau conservateur qui pourrait avoir eu cette incidence-là, mais sinon, plus profond que ça, j'avoue qu'on n'a pas trouvé de corrélation. Non. Peut-être que si on retournait encore un petit peu plus à l'arrière, là, on pourrait faire le lien direct, mais je dirais que ça serait plus au niveau des idéologies politiques des deux provinces qui différaient. Puis je pourrais rajouter que pour le Québec, la particularité, il y avait vraiment cette idée de nation. Donc, le Québec a toujours voulu se distinguer du Canada par le fait qu'il voulait être une nation. Donc, on a vu que ça l'a mis aussi, contribué à la mise en place du régime, mais c'est aussi, on a un peu moins abordé cet aspect-là, mais c'est pour ça aussi que le Québec a ses propres organismes de contrôle des coûts et qui n'adaptent pas nécessairement aux mêmes organismes que l'Ontario, là, avec par exemple, l'Association franco-canadienne du médicament. Donc, le Québec a son propre régime avec ses propres organes aussi. Donc, ça, c'est une distinction aussi de la province du Québec. Je voudrais ajouter aussi à la suite de ma collègue que effectivement, peut-être qu'on n'a pas, de façon très spécifique, c'est peut-être pas trop focalisé sur cet élément-là, mais il peut aussi avoir été perçu en termes de valeurs éthiques de la société plus généralement. Et quand on regarde, on s'aperçoit que tant au Québec et en Ontario, il y avait cette volonté-là manifeste de vouloir assister toutes ces personnes à travers les différents programmes qui ont été développés. Merci. Je me suis fait donner une question par Lara et puis ma deuxième question par la réponse que tu viens de donner. D'abord, félicitations pour ce travail, là, c'est vraiment très, très intéressant. Bon, ma question qui me venait de l'élève, tu viens presque d'y répondre, là, mais c'est le fait que, effectivement, le Québec se mette un petit peu à part, entre guillemets, du Canada avec la gestion des tarifs, on va dire, des médicaments. Donc, je ne sais pas si vous aviez eu un peu plus d'informations à nous donner là-dessus, sachant qu'ils ont vraiment, on peut le nommer, la l'INES qui gère tout ça à part, donc il ne suit pas forcément le même régime que le reste du Canada. Donc, tu as parlé un petit peu aussi du coût des médicaments qui pouvaient avoir une influence sur ce problème. Donc, j'aimerais vous entendre un petit peu votre avis, éventuellement, peut-être en sorte des lignes, je ne sais pas, mais un peu votre avis sur cette position que justement que le Québec, pardon, a pris concernant la régulation des tarifs. Est-ce que ça pourrait avoir comme impact finalement sur cette trajectoire économique que vous nous avez présentée? Peut-être le premier point que je pourrais soulever, c'est le dernier graphique qui a été présenté par Bangamar, des données
des facteurs qui pouvaient accroître les coûts, on a justement essayé de faire en fait, ce graphique-là comprenait toutes les provinces sauf le Québec. Donc déjà, ça met de l'avant cette distinction-là aussi dans le partage des données et dans l'adhésion aux différents programmes qui sont mis de l'avant par le Canada et ou par un ensemble de provinces auxquelles le Québec n'adhère pas vraiment. Donc déjà, ça aurait été intéressant de pouvoir voir au niveau provincial, est-ce qu'on est capable de voir ces différents facteurs de coûts-là. Est-ce qu'ils ont le même impact sur les trajectoires économiques? On pourrait tendre à croire que oui, considérant les trajectoires économiques qu'on voit entre les deux provinces, mais non, déjà, on l'a constaté dans notre collecte de données qu'en effet, il y a des distinctions majeures entre le Québec et l'Ontario. Sinon, ouais, je ne sais pas si quelqu'un qui voudrait ajouter quelque chose de ça. Ben, c'est une bonne question. C'est pas quelque chose qu'on a trop exploré, mais effectivement, le Québec a vraiment ses propres organes avec l'INES qui vient en renfort avec au ministère de la Santé pour identifier si effectivement le médicament est efficient, fait dans des études. Il y a aussi un conseil du médicament qui s'intéresse puis qui peut conseiller le ministère de la Santé. Mais au niveau quand même fédéral, il existe aussi des organes qui sont chargés de faire ces évaluations. Sauf qu'on n'a pas comparé vraiment, savoir s'il y avait une efficience entre les deux, entre le programme qui est fédéral, qui touche toutes les autres provinces, puis celui du Québec. Mais je crois qu'on a quand même pu observer qu'au niveau du Québec, ils ont quand même une couverture de liste de médicaments qui est supérieure à celle du reste du Canada. Mais ça s'est limité à cet aspect qu'on a pu observer. Intéressant à pousser davantage. Est-ce que je peux me permettre une question là-dessus? Donc, vous m'avez parlé du fait que bon, le Québec est un peu à part, donc il y a eu peut-être une difficulté de partage de données, etc. Ça me pose vers la question de, à la fin, vous posez la question de savoir si le modèle du Québec pourrait être appliqué à l'ensemble du Canada. Pourquoi pas l'inverse? En fait, quelle est votre réflexion en arrière de ça? Pourquoi avoir, parce que vous avez présenté l'Ontario et le Québec, donc vous avez aussi présenté l'inverse. Quelle était votre réflexion en arrière de cette piste de réflexion? J'aurais tendance à dire que c'est le fait qu'au début, quand on comparait les deux régimes actuels, on voyait quand même qu'au Québec, premièrement, tout le monde est assuré, que ce soit privé ou public, tout le monde est assuré. On avait aussi quasiment le double de la population en 2018 qui était assurée par le public au Québec. Puis on continue à avoir des dépenses similaires dans les deux provinces. Donc, après, c'est une question de position, de valeur et d'idéologie, mais on aurait tendance à pousser vers un programme qui va couvrir plus de personnes, au moins tout le monde, considérant la trajectoire économique et la trajectoire historique dans laquelle on est, parce que le privé prend une grande place, puis ça risque pas de changer, ben, au moins que le plus de personnes soient couvertes en ayant des résultats économiques semblables. Donc, c'est plus rentable. Ouais. Et puis à l'Ontario, la distinction, c'était l'ajout de programmes toujours pour fixer les défis ou bien les problèmes des programmes qui ont pris place précédemment. Et cet ajout de plusieurs programmes entraîne des prix vraiment très, très hauts face à ce combien on peut couvrir de la part de la population. Donc, je crois que c'est une fragmentation des programmes qui est ciblée juste pour recouvrir les problèmes des autres programmes. Et puis, les prix sont vraiment très élevés. On a 24% de la population qui n'est pas couverte à l'Ontario. Merci. Juste pour vos tableaux, est-ce que l'augmentation des dépenses est faite comment dire, en prenant en compte l'augmentation de la richesse ou pas? Non. Non, c'est par habitant. Non, c'est par habitant. OK. Normalement, je pense, je ne sais pas, mais si on prend par l'augmentation de la richesse, il n'y a pas vraiment d'augmentation. C'est-à-dire il y a la capacité de payer de l'État et encore. D'après les données, on a opté de ressortir les données par habitant pour pouvoir faire un comparable entre les deux provinces. Ah, il y a une question en ligne. Là. Oui, encore moi. Je trouve ça vraiment intéressant. En fait, quand j'ai vu, je pense que c'est Bangaman qui présentait les enjeux là à la fin. Et bon, évidemment, on s'attend à ce que l'industrie pharmaceutique fasse une pression à la hausse des dépenses, ça c'est clair. Mais j'étais surprise de voir que les officines aussi, et j'aimerais bien en savoir plus. Dans quelle mesure les officines font pression? Puis est-ce que c'est véritablement une pression à la hausse, ce que j'imagine aussi? Puis comment ça se matérialise? Merci.
Je peux répondre à cette question. En fait, les pharmaciens sont aussi un groupe d'acteurs avec des intérêts. Eux, c'est principalement lié au coût des médicaments. Donc, de la façon qu'ils sont rémunérés, il y a toujours une portion du médicament qu'ils peuvent aller chercher en profit, étant donné que c'est des entrepreneurs privés comme ça. Alors, c'est sûr que lorsqu'on vient mettre en place des mesures de contrôle des coûts, puis qui affectent la hausse du coût du médicament ou qui jouent sur ce pouvoir de négociation sur leur marge de profit. Alors là, on voit toujours qu'il y a eu des pharmaciens qui se sont positionnés pour pouvoir vraiment venir montrer leur volonté de ne pas aller vers un régime universel également. Alors, c'est surtout dans ce lien-là que les pharmaciens deviennent un groupe d'acteurs. Puis, au Québec, par exemple, comment qui se sont mobilisés, c'est surtout qu'à chaque fois qu'on a eu des rapports, des commissions qui ont été mis en place, bien, il y a toujours la possibilité pour les groupes d'acteurs de rédiger des mémoires et qui sont étudiés ensuite dans ces commissions. Alors, les pharmaciens, l'Association des pharmaciens d'officine aussi, donc ils rédigent des mémoires puis qui mettent de l'avant leurs idées. Alors, c'est pris en compte de cette façon. Je pense qu'en Ontario, c'est la même chose aussi. Donc, lorsqu'il y a eu des différents rapports ou comités ou commissionnaires, bon, il y a toujours eu des pharmaciens qui pouvaient se prononcer comme ça. Juste rajouter qu'effectivement, pour souligner ce que ma collègue vient de dire, effectivement, quand on regarde, on analyse sous le prisme des intérêts surtout, on s'aperçoit que ce groupe-là est très peu cité, mais dans le fond, puisque les intérêts aussi sont conséquents à la fois, ils ont une influence notable dans, dans, dans ces éléments de coût-là. Donc, ce sont des acteurs à part entière aussi dont il faut prendre en considération. Pas seulement les industries pharmaceutiques, mais ceux aussi qui vendent les médicaments dans le détail. Merci beaucoup. C'est vraiment très, très, très intéressant. Il y a quand même une partie prenante ou un détenteur d'enjeux, comme dirait le docteur Rochon, qui est invisible et qu'on voit quasiment pas, c'est les médecins. Alors que quand même, elles ont une grande influence dans le panier de services. Est-ce que vous avez une commentaire là-dessus? Oui, en fait, les médecins, on voyait à travers l'histoire qu'eux avaient tendance à plutôt opter pour les régimes universels d'assurance médicaments. La raison, c'est qu'eux sont vraiment intéressés pour offrir des soins de meilleure qualité aux patients. Donc, ils ne sont pas tellement préoccupés par cette hausse des coûts des médicaments. Alors, c'est pour ça qu'ils se sont toujours positionnés plutôt en faveur d'un régime universel en médicaments. Oui, donc je pense que ça clôt notre présentation. Merci beaucoup de vous être présenté. Merci beaucoup pour vos questions aussi. Oui, merci. Merci.